je me présente, en fait, je remplace Stéphane Rican, mon collègue, qui devait présenter et qui finalement avait un impératif. Et du coup, mais je suis géographe de la santé dans son équipe, et je présente les travaux que nous menons en commun. Donc aujourd'hui, je vais me centrer sur essayer d'illustrer, d'après le titre du colloque d'aujourd'hui, essayer d'illustrer comment nous, en géographie, on aborde des questions de santé, de cancer, en particulier nous, de dépistage des cancers, euh, avec cette question de la localisation. Essayer de vous montrer quels sont les enjeux, essayer d'énumérer une série d'enjeux qui sont liés au fait de penser spatialement un problème de santé. Alors d'abord, juste vous présenter le cadre des travaux à partir desquels je vais vous parler. Donc nous avons depuis 2010, donc ça fait un certain nombre d'années maintenant, mis en place ce qu'on a appelé une plateforme géodépistage, qui est un partenariat qui relie élus à travers des élus locaux, donc à travers une association qui s'appelle Élus Santé Publique et Territoire, ESPT, qui relie des décideurs en santé publique, à savoir l'ARS, d'Île-de-France, pardon, oui, c'est la plateforme géodépistage d'Île-de-France, je vais préciser. Dans les décideurs, il y a évidemment le CRCDC, le comité régional qui s'occupe des dépistages des cancers, l'INCa, et puis des chercheurs, des géographes de la santé de notre équipe, donc de l'Université de Nanterre. Et nous sommes aussi formateurs puisqu'on est enseignants-chercheurs, et on associe des étudiants du master Territoire, Ville et Santé, TVS, de notre université, qui est co-accréditée avec celle de Créteil également, en géographie de la santé. Bref, cette plateforme, donc, c'est une plateforme chercheurs, acteurs, décideurs sur les questions de cancer et plus particulièrement de dépistage. Nous avons mené depuis plus de 10 ans ce que nous on appelle des diagnostics territoriaux de santé sur les inégalités d'accès au dépistage des cancers, en particulier du sein, dans une cinquantaine de villes d'Île-de-France. Je réexpliciterai ça un peu après. Associé à ça, on a produit un guide pour l'action qui s'appelle Promouvoir le dépistage organisé du cancer du sein et réduire les inégalités socio-territoriales de santé, à partir d'une analyse qui se focalisait sur l'étude de 33 quartiers en politique de la ville, ce qu'on appelle des QPV pour aller plus vite. Donc, quartiers en politique de la ville, pour ceux qui ne sont pas familiers, ce sont des quartiers qui font l'objet de la politique de la ville, c'est-à-dire de moyens supplémentaires alloués dans 5 domaines qui sont la sécurité, l'éducation, l'emploi, l'habitat et la santé, parce que ce sont des quartiers qui ont des difficultés socio-économiques particulières et aggravées. Et nous avons dernièrement mené, dans le cadre de cette plateforme, avec l'ARS et le CRCDC, une analyse sur les dynamiques territoriales des inégalités d'accès au dépistage par frottis du cancer du col de l'utérus. Donc en fait, on a tout un stock de travaux, à la fois sur le sein et plus dernièrement sur le col, sur le dépistage. Et donc je vais piocher en fait dans ces différents travaux pour illustrer, pour vous montrer quels peuvent être des enjeux liés au fait de territorialiser la réflexion. Donc, pour comprendre les logiques territoriales à l'œuvre dans les inégalités d'accès au dépistage, un premier enjeu, qui n'est pas que technique en fait, c'est celui de l'échelle, c'est-à-dire de la maille d'observation, et à quelle maille est-ce qu'on va spatialiser les données pour observer, pour déjà poser un constat qu'il y a des inégalités, pour mesurer en fait ces inégalités spatialement parlant. Est-ce qu'on va regarder entre communes, entre quartiers, entre zones iris, ou entre îlots plus fins. Donc, pour vous illustrer ça, alors vous ne connaissez peut-être pas tous les découpages qui existent, qui sont produits par l'INSEE, ou pour les en fait, met à disposition des données issues du recensement.
donc toutes sortes de données sur les ménages. Mais là, je vous ai mis une carte du 10e arrondissement, où là, donc à gauche, vous avez une carte à l'échelle des IRIS. IRIS, c'est l'îlot regroupé pour l'information statistique. Ce sont des îlots qui comptent à peu près 2000 habitants. Donc c'est un découpage fait par l'INSEE et qui essaye de respecter le sens des quartiers. C'est-à-dire, s'il y a une cité qui est homogène, ils ont fait leur découpage de manière à ce que leur limite d'iris ne passe pas au milieu de deux immeubles qui appartiennent en fait à un même ensemble socio-urbain, on va dire. Donc il y a une certaine cohérence quand même. Ils ont cherché cette cohérence tout en voulant aussi avoir une maille d'effectifs statistiques quand même fine, de 2000 habitants. Mais ça, c'est valable sur toute la France. Donc, il y a des endroits en milieux ruraux où une zone iris a une très grande surface, parce que pour couvrir 2000 habitants, il faut parcourir une grande surface. Et il y a des endroits, comme dans le 10e arrondissement, où en fait, les mailles, elles sont très petites en termes de surface. Mais là où je veux en venir, c'est que là, sur le 10e arrondissement, sur la carte de gauche, vous voyez le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein. Et j'entourais en rouge deux zones iris, donc qui sont des zones de 2000 habitants, ou qui sont en jaune, donc qui présentent des taux de participation qui sont plutôt dans une moyenne élevée, en tout cas pas les plus bas taux. Donc au regard de cette carte-là, on pourrait se dire il n'y a pas beaucoup d'écart entre les différentes zones iris du 10e déjà, et celles où il y a un faible dépistage sont peu nombreuses, hein, les bleus clairs, et le reste, on a un grand ventre mou, si je pourrais dire, avec peu de disparité dans cette couleur 20-25%, couleur jaune. Or, il se trouve que le 10e arrondissement est un des arrondissements les plus denses de Paris, qui est déjà dense, et qu'en plus, c'est un arrondissement qui est en gentrification. C'est-à-dire que dans une même rue, sous un même porche, on va avoir un premier immeuble qui va être un immeuble ancien rénové et gentrifié, donc avec donc de l'habitat ancien qui est valorisé, avec des populations plutôt bourgeoises, on va dire, en tout cas assez aisées pour se loger là. Et sous le même porche, derrière, un autre immeuble, où là, complètement délabré. Donc, à une même adresse, ça veut dire qu'à une même adresse, on a en fait des profils sociaux extrêmement différents. Donc, si on regarde la carte de droite, qui, elle, présente les données toujours du taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein, mais à une échelle beaucoup plus fine. Vous voyez, carroyage 20 mètres par 20 mètres, donc ça, c'est l'INSEE qui le fournit. On peut faire le calcul, hein, puisque on a l'adresse des femmes, donc on les localise et on sait que elles habitent dans tel carré. Et là, qu'est-ce qu'on voit vous voyez ma flèche, je pense. Là, dans le premier rond, dans la première carte où les deux iris étaient de la même couleur, appartenaient à la même classe, 20-25%, eh bien, on s'aperçoit qu'au même endroit, on a des taux de participation diamétralement opposés. Alors que ils étaient fondus, ils étaient invisibilisés, ces disparités étaient invisibilisées quand on utilisait la maille iris. Et pareil, dans la partie plus à l'ouest, là, sud-ouest, vous observez que dans la carte de gauche, la maille iris est insuffisante pour faire surgir des contrastes, parce que dans cette rue-là, Faubourg Saint-Martin, on a des profils de population extrêmement variés, et on a d'un côté de la rue ou de l'autre côté du trottoir, eh bien on a des résultats en termes de participation au dépistage complètement opposés. Vous voyez que quand on affine l'échelle, les taux de participation, évidemment, sont les valeurs, les écarts s'accroissent. Donc ceci pour dire que d'emblée, quand on veut penser à un phénomène sanitaire, en l'occurrence l'accès au dépistage, donc un phénomène en ville, disons,
la question de l'échelle à laquelle on va agréger nos données pour poser notre constat de départ sur les disparités est très importante, parce qu'on pourrait conclure que bon, il n'y a pas trop de disparités dans le 10e, c'est pas un endroit extrêmement inégalitaire de ce point de vue-là. Ensuite, un deuxième enjeu pour éclairer les logiques territoriales qu'il y a derrière les inégalités d'accès au dépistage, c'est évidemment l'aspect social des populations, hein, puisque ça c'est très bien documenté, le gradient social de santé. Les épidémiologistes l'ont vraiment bien documenté, on sait qu'il y a un lien. Donc on va caractériser socialement les espaces. Donc là, je vous ai montré une carte, on a construit une typologie de toutes les iris d'Île-de-France en combinant un certain nombre de variables que je ne vais pas détailler. Vous avez sur droite un graphe en toile d'araignée là qui vous montre les variables, la part de diplômés d'enseignement supérieur, d'ouvriers, le revenu médian, les chômeurs, le taux d'inactifs, d'étrangers et la part de familles monoparentales. Donc ça, ce sont les indicateurs qu'on a considérés pertinents pour au regard de la thématique du dépistage du cancer du col de l'utérus, puisque c'était pour le col qu'on avait fait cette typologie. On a fait toute une gradation, donc vous voyez la légende, du violet foncé extrêmement défavorisé, donc tout ce qui est dans le violet est plutôt défavorisé, mais on a mis de la nuance, jusqu'au vert foncé, très foncé, c'est du favorisé, très favorisé, de l'extrêmement favorisé. Et donc vous voyez les deux graphes en radar là qui montrent comment se positionnent les deux extrêmes de ces zones iris. Vous voyez aussi que dans cette typologie, on a intégré comme paramètre aussi de caractérisation la localisation de l'iris. C'est-à-dire qu'on a considéré que certes, les variables sociales étaient importantes, mais être ouvrier dans le 93, à pleine commune, ou une famille monoparentale à côté du RER Saint-Denis, Plaine Saint-Denis, Stade de France, c'était pas la même chose qu'être être cette même famille monoparentale au fond du 77, dans la grande périphérie de la région. Donc en fait, on a intégré aussi dans la défaveur ou dans la faveur la localisation en termes de couronne par rapport Paris, petite couronne, grande couronne, par type d'espace, rural, etc. Toujours sur l'exemple du dépistage du col, du cancer du col, on a regardé comment se comportait le taux d'accès au dépistage selon ces différentes catégories que je viens de montrer. Ce sont les profils socio-spatiaux des iris. Donc là, dans le tableau, vous voyez qu'ils sont classés du moins vers le plus, de l'extrêmement défavorisé vers le plus favorisé. Et on voit qu'il y a des écarts à la moyenne francilienne. Donc là, on raisonne en termes de ratio et pas en termes de taux pur, mais en termes d'écart de la zone iris par rapport au taux de l'Île-de-France. Et ce que l'on observe, si vous voyez dans la colonne moyenne là, c'est que on a un gradient, effectivement, qui n'est pas très surprenant, qui va de l'extrêmement défavorisé vers le favorisé, où plus on est favorisé, plus on participe au dépistage. Mais en fait, ça voudrait dire que finalement, le profil social des populations suffit à résumer finalement les facteurs qui pourraient être derrière l'explication de ces inégalités d'accès. Or, au sein d'un même profil social ou socio-spatial, en fait, les situations de taux d'accès au dépistage peuvent être extrêmement variées. Donc là, sur la carte, vous pouvez voir que on a le profil défavorisé
dans des espaces de type rural. On a cartographié que les iris, là, le ratio de dépistage des iris qui sont dans la catégorie profil défavorisé dans des espaces de type rural. Et vous observez, donc, quand c'est en rouge, c'est qu'on est très nettement inférieur au niveau régional en termes de participation au dépistage. Et quand c'est en bleu foncé, on est très nettement au-dessus. Eh bien, vous voyez qu'à profil socio-spatial égal, selon qu'on se trouve vers Coulommiers, ici à l'est, ou au sud, ou à l'ouest, Mantes-la-Jolie, etc., on n'a pas les mêmes niveaux, les mêmes taux d'accès au dépistage. Donc, ça veut dire qu'il y a spatialement, à ces endroits-là, une combinatoire de facteurs qui vont donner une spécificité, un sens particulier au lieu. Alors, on peut regarder quelles sont les caractéristiques de l'offre de soins qui peut expliquer en partie, effectivement, ces disparités. C'est vrai que dans le petit tableau à droite qu'on voit là, on voit que qu'on a un gradient quand même de participation, c'est-à-dire plus ici à gauche, le ratio standardisé, vous voyez qu'il augmente, et là où on a des plus forts ratios de participation, on a aussi une densité médicale qui est un peu plus importante. Mais les caractéristiques de l'offre de soins, certes, peuvent expliquer une part des choses, mais pas de manière systématique. Et là, par exemple, on a cartographié sur une même catégorie sociale, cette fois-ci, c'est les profils des iris extrêmement favorisés, hein, les plus favorisés d'Île-de-France. Donc là, c'est vraiment les riches des riches. Et on peut voir que qui se trouvent dans des zones où on a une offre de soins, où il y a des densités d'offres de soins de proximité comparables, et vous voyez qu'il y a des ratios de dépistage entre Paris intramuros, le secteur ouest, où on a des bons taux de participation, des mauvais, pardon, excusez-moi, des mauvais taux de participation, puisque c'est rouge, et tandis qu'à l'ouest, on a au contraire des taux de participation qui sont meilleurs. Et Paris étant quand même réputé, on vient de le voir avec l'exposé qui précède, que l'endroit qui concentre quand même l'offre de soins de toute façon, tout domaine confondu, la plus riche. Voilà, donc ça veut dire que ça renvoie ces comportements de dépistage, ils renvoient aussi à plein d'autres choses qui questionnent le contexte. Il n'y a pas que le profil socio-économique, il n'y a pas que l'offre de soins, il y a bien d'autres dimensions. Peut-être que ici, que la bourgeoisie, la haute bourgeoisie du 78 n'est pas la même que la bourgeoisie de l'Ouest parisien. On pourrait le creuser à travers des travaux anthropologiques ou comprendre en tout cas en termes de contexte ce qui se passe. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de donner du sens à ces localisations et à ces comportements observés différents en regardant les combinaisons locales de divers facteurs qui vont composer ce qu'on appelle le territoire. C'est-à-dire que à un moment au début de l'exposé, je vous ai parlé de mailles, de découpage, de zonage. Ça, disons que c'est un langage technique. Mais après, le territoire, les lieux, là, on entre dans le politique, on entre dans le vécu, et ça, c'est autre, c'est-à-dire, c'est un zonage incarné. Le territoire, pour nous, en tout cas en géographie, on l'aborde sous différents angles. C'est plusieurs choses. Ce n'est pas que, mais c'est aussi un découpage politico-administratif qui va cibler l'aire de compétence d'un service, d'une ARS, et qui va organiser une offre de soins sur un territoire, comme on vient de le voir dans l'exposé d'avant. On va avoir, et puis ça, c'est valable à différentes échelles, hein, des PMI qui vont avoir des secteurs, on va avoir la médecine du travail qui va avoir des secteurs, etc. Bref, une organisation sectorisée de compétences professionnelles. Le territoire, c'est aussi la fabrique
de la morphologie urbaine et sociale, avec des jeux d'acteurs, avec des décisions, avec des héritages historiques qui vont aussi, la fabrique des lieux, l'aménagement va être le reflet de rapports de force, de rapports de domination. Si les habitants qui sont juste à côté du périphérique, dans la partie nord de Paris, voilà, ont leurs fenêtres qui donnent sur le périphérique, c'est parce que c'est sans doute parce que dans le jeu social, voilà, ils se sont trouvés là et ce sont des populations, disons, dominées dans le jeu social. Les habitants qui sont pas loin du périphérique dans la partie ouest de Paris n'ont pas, quand ils ouvrent leurs fenêtres, ils donnent pas directement sur le périph'. Donc on n'a pas les mêmes façons de se défendre, d'entrer dans le jeu social qui va fabriquer la ville et donc fabriquer les déterminants environnementaux aussi de la santé. Et enfin, le territoire, c'est aussi la fabrique des lieux, la fabrique des liens, des identités. C'est le lieu où on va incorporer le social, au sens où tout ce qui est à l'extérieur entre à l'intérieur et dans l'intime. Donc c'est vraiment, c'est l'endroit où va se où tout le faisceau de ce qui nous fait entre entre en nous. Donc il y a tout cet aspect politique, institutionnel et intime dans le terme de territoire. Et c'est ce qui va nous intéresser derrière les contrastes qu'on a pu voir cartographiquement. C'est d'essayer de creuser ce qu'on trouve derrière. Euh, on a fait un travail sur à partir des 33 quartiers en politique de la ville sur l'accès au dépistage du cancer du sein. On a fait une typologie de ces quartiers parce que quartier en politique de la ville, ça veut dire quartier socialement défavorisé, pour dire vite. Mais en réalité, on a creusé ça en termes de contexte socio-urbain et on a typologisé ces quartiers. On a dit, OK, il y a, ce sont des populations défavorisées, mais en fait, il y a quartier QPV et QPV. Il faut mettre de la nuance là-dedans. Et on a identifié 3 types de quartiers QPV. Des quartiers qu'on a qualifiés de hors ville, qui sont isolés, sans vie de quartier. Des quartiers qui, au contraire, on a appelé ça une ville dans la ville, c'est-à-dire c'est des grands quartiers très peuplés et qui sont enclavés, qui sont stigmatisés en général, mais qui sont très dynamiques, qui ont plein de ressources. Et des quartiers, des QPV qui, eux, sont intégrés, voire sont centraux ou péricentraux, et qui sont à proximité immédiate de toutes les ressources ou qui concentrent même les ressources qui sont le centre de la ville. Là, sur droite, je vous ai listé tous les paramètres, toutes les dimensions qui sont entrées dans notre typologie de quartier. Et on a regardé si, selon ces types de quartiers, selon qu'on a un QPV isolé hors ville, selon qu'on a un quartier, une ville dans la ville, ou qu'on ait un quartier central, on a regardé, c'est pas la peine de lire dans le détail le tableau, mais on a regardé comment se comportait la mobilisation des acteurs en termes d'actions de dépistage organisées pour promouvoir le dépistage du sein. Et on s'est aperçu, donc plus c'est en jaune, on a typologisé les actions qui étaient menées dans ces différents quartiers. Et en jaune, ce sont les quartiers, les actions one-shot, c'est-à-dire des actions d'ordre événementiel, de communication grand public, qui sont à très faible portée en termes de réduction des écarts. Ensuite, en marron, c'est des actions qui sont accompagnées dans la durée, qui sont identifiées par les habitants et qui sont récurrents. Et enfin, les actions participatives qui sont carrément une co-construction avec les habitants, en l'occurrence, des supports de communication et la pratique même de campagnes affinitaires pour inciter les femmes à se faire dépister. Donc en fait, en termes de réduction des inégalités, il y a une gradation de la qualité et de la pertinence des actions. Jaune, c'est pas terrible. Rouge, c'est extrêmement porteur. Et qu'est-ce qu'on voit dans notre tableau, puisqu'il se lit de haut en bas, que dans les quartiers isolés hors ville, quand on a des actions, c'est-à-dire pas tout le temps, on a des actions plutôt one-shot, plutôt de basse qualité, peu adaptées à la réduction des inégalités. Et plus on va vers des quartiers qui sont mieux
intégrés, une ville dans la ville ou voire même en hypercentralité, eh bien, on voit qu'on a des actions participatives avec un impact fort élevé. Et on a mis en face, dernière colonne, les taux de dépistage, la position des quartiers en termes de taux de dépistage par rapport au reste de leur ville. Et ce qui est, alors les couleurs sont un peu déformées, mais en jaune, c'est le quartier en question, il a le taux le plus faible de la ville. En rosé, il est dans la moyenne des quartiers de la ville. Et en rouge, il est le plus élevé. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a une gradation. C'est-à-dire les taux de dépistage s'améliorent à mesure qu'on a un quartier plus central et, et, et au contraire, ils se dégradent, ils sont moins bons quand on est un quartier isolé. Donc, ça veut dire que la politique, les actions de santé publique qui sont menées, que les acteurs parviennent à mettre en œuvre, sont focalisées là où il y a déjà des ressources. L'attention. Donc en fait, il y a un peu ce paradoxe qui est que l'avantage va à l'avantage, si toute proportion gardée, hein, on est dans des QPV. Mais l'attention politique va là où il y a déjà plus de ressources. La ressource va à la ressource. Donc on est dans une espèce de cercle vicieux assez difficile à casser et qui suppose donc que on ait une pensée territorialisée de l'action publique pour adapter la manière d'agir au contexte. Voilà, je vais pas développer les types d'actions qui seraient intéressants à mener, mais on est allé jusqu'à ça, faire un guide pour une typologie d'action en fonction du type de QPV de la ville. Donc en direction des coordinateurs d'ateliers santé-ville, etc. Il vous reste une minute. Ouais, et dernier point. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est le même tableau que ce que je vous ai présenté. Simplement, les deux dernières colonnes, j'ai mis les taux de dépistage du cancer de l'utérus. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est que pour ce qui est de l'utérus, on n'a pas le même comportement. C'est-à-dire qu'apparemment, on retrouve pas la gradation. C'est-à-dire, il y aurait des ratios de dépistage moins bons dans les quartiers isolés et des meilleurs taux de dépistage dans les quartiers centraux. On retrouve pas ça, mais alors ça peut être interprétable de deux manières, enfin qui sont complémentaires. C'est que l'utérus, c'est un cancer qui est extrêmement lié à la précarité, mais peut-être encore plus que le sein, beaucoup plus même. Voilà, il y a 1000 décès par an de cancer de l'utérus qui renvoient à des situations d'extrême précarité. Donc c'est le social là qui serait très très lourd dans les facteurs, mais on peut aussi nuancer le propos en disant finalement le dépistage du sein là, c'est un dépistage organisé, il y a de l'action qui est menée. Et donc cette action, elle fait la différence. Et évidemment, elle se coule dans les matrices socio-territoriales qui sont déjà inégalitaires, mais ça montre aussi que quand on agit, ça porte ses fruits. Or là, le dépistage du cancer du col n'existant pas comme dépistage systématique organisé, et pas encore en tout cas, eh bien, ça ne fait pas la différence. On ne voit pas de différence ce qui s'aborderait. Et peut-être que quand ce sera mis en place, on retrouvera cette gradation. Donc, j'en ai fini. Ce que je voulais montrer, c'était que on pouvait lire à travers les inégalités d'accès au dépistage, en fait, lire les territoires, leur histoire, les jeux d'acteurs, les rapports de domination. On les retrouve en fait. C'est un miroir en fait de l'histoire et de la géographie, du sens des lieux. Que les combinaisons de facteurs ne peuvent pas être lisibles uniquement par le prisme des indicateurs de désavantage social et de disponibilité des soins. Et ça, c'est quand même très important. Et ça questionne après l'accessibilité de données et la place des approches qualitatives dans les analyses, y compris épidémiologiques, en cancérologie, etc., où on est très, très sur de la donnée quanti. Et dernier point, sur les réponses politiques à apporter en termes d'action, en fait, finalement, l'action en santé publique, l'action de prévention, elle peut finalement pas être déconnectée des politiques d'aménagement et des interventions qui fabriquent les quartiers. Et que donc, il y aurait une perspective de travail intéressante sur
rejoindre davantage dans le travail, dans les mondes professionnels, le monde de la fabrique des lieux, la fabrique des environnements et le monde de la santé publique et du soin. Voilà, que on arrive en bout de course, où on essaye de voir quels sont les facteurs environnementaux qui jouent sur un problème de santé. Et il serait intéressant, en fait, en termes de perspective, de changer de culture de travail et d'associer la santé à la production même des environnements. Voilà, je vous remercie, j'en ai fini.